comme vous le voyez tous, on a déjà évoqué le management selon différentes facettes, selon différents types d'ouvrages. C'est ce qu'on va vous présenter rapidement aussi avant de rentrer un peu plus dans le management selon les animaux. Et ce que vous allez voir, c'est que finalement, historiquement, on s'est toujours intéressé au management de manière un petit peu décalée, un peu différente, au travers de nos lectures, de notre culture. Et vous le voyez tous, vous avez ici les différents ouvrages avec les différents angles d'attaque, hein, Napoléon, Jésus, Florian, le Fable, le management épiphyte et le management selon les philosophes. On est vraiment sur une vision un peu différente de l'approche classique du management que l'on va retrouver à l'université, que l'on va retrouver dans les livres de management dans les grandes écoles. On sait que le management est présent partout et on a voulu le prouver au travers de tous ces ouvrages. Ouais, l'idée, c'est pas de dire on a créé ce livre-là sur une idée, tiens, les animaux, c'est facile de les associer au management. Non, c'est une lente construction. Le cabinet a près de 50 ans. Vos serviteurs, ça fait près de 25 ans qu'on est au sein du cabinet. Hein. On s'apprête à fêter les 50 ans l'année prochaine du Florian Mansion Institut, créé en 76. Et depuis de nombreuses années, je crois que le premier livre écrit par Florian date de 1992. Donc, vous voyez que ça fait pas mal d'années qu'on écrit des livres et avec Augustin, on participe à cette écriture depuis pas mal d'années également. On en a dû en participer une dizaine. Et sur le management, c'est vrai qu'on a écrit plusieurs livres. Florian en avait écrit quelques-uns, et notamment cette série des managements selon Napoléon, et on va y revenir, selon Jésus, bien sûr, selon les philosophes, notre concept de management épiphyte. Et puis, si je rajoute à ça deux autres livres, ça fait la compilation avec les animaux. On se retrouve avec effectivement Florian l'homme affable. Alors, c'est pas Florian Mansion cette fois-ci, c'est l'auteur, le fabuliste Florian, qui a écrit des fables. Un peu comme les fables de La Fontaine. Et effectivement, si je combine Florian l'homme affable et les fables de La Fontaine, plus nos livres sur le management, finalement, ce nouveau livre est un peu une synthèse de tout ça. Et on va y venir justement sur chaque livre. N'hésitez pas à interagir sur le chat, à nous dire OK, pas OK, des choses qui vont bien, vos réflexions, ce genre de choses. Si tu peux passer, parce que… Alors, peut-être qu'on va commencer par le premier. Donc, bien entendu, on va parler tout de suite du management épiphyte. Comme vous le voyez, avec chaque ouvrage, on a des concepts. Le management épiphyte, on a eu l'occasion de le présenter déjà à plusieurs reprises sur des webinaires, mais aussi lors d'événements divers et variés. C'est un peu le pilier, hein, le liant de notre réflexion sur le management. Vous savez tous qu'il existe des plantes parasites qui vont parasiter donc leur hôte pour grandir et se développer. Et puis vous avez des plantes épiphytes dont la caractéristique est qu'elles vont elles vont se développer tout en profitant de son hôte pour grandir avec elle, et ce qui va lui permettre aussi, en termes de management, avoir un parallèle avec nos entreprises. Dans une entreprise, vous avez parfois des personnes qui sont des parasites. Alors, soit on les forme, soit on les coach, soit on les sort. Et puis, vous avez des managers épiphytes qui font grandir leurs collaborateurs. En contrepartie, vous avez de l'autre côté le support forophyte. Donc, le support est justement l'hôte qui va permettre à la plante de se développer. Donc, toute plante épiphyte s'appuie sur un support forophyte. C'est le grand principe de ce livre sur le management. Ouais, c'est le principe, c'est de grandir ensemble en fait, hein, c'est de grandir et faire grandir. C'est que le support, le manager forophyte aide à grandir les plantes épiphytes, les jeunes pousses, les jeunes collaborateurs ou moins jeunes d'ailleurs pour les faire grandir. Et souvent, moi j'aime à dire que vous avez peut-être dans votre expérience, dans votre carrière, en tout cas j'espère, ce qu'on appelle un mentor, un tuteur, quelqu'un dont vous vous dites tiens, cette personne m'a aidé à grandir dans ma carrière, c'est quelqu'un qui m'a fait avancer. C'est certainement quelqu'un qui a cet esprit du management épiphyte, qui a l'envie de faire grandir ses collaborateurs, quitte à ce qu'il
les dépasse, hein, l'élève dépasse le maître, mais malheureusement, dans la vie sociale dans laquelle on est, bah, il y a une tendance à mettre des barricades parce qu'on a tellement sué corps et âme pour arriver en haut de la pyramide que le jour où on y est, bah, on s'y accroche un petit peu comme un bigorneau et on laisse pas trop de place aux autres en fait. Et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Faut aider à faire grandir. Et quand on voit des managers qui arrivent à comprendre ça et à faire partir un très bon collaborateur dans un autre service, dans une autre entreprise, les aider à grandir, c'est génial. Et si vous avez eu, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont eu cette expérience ou qui se souviennent d'un mentor, de quelqu'un qui les a aidés à grandir dans leur carrière, peut-être vous pouvez nous en parler. Alors, il y a Daniel qui réagit, en fait, et qui témoigne de son expérience, justement, et il a fait grandir de belles plantes. Le manager, il est bon quand il fait grandir les autres, quand il n'a pas peur de se faire dépasser par ses collaborateurs, puisqu'il mobilise leurs compétences. Donc, merci pour ta réaction. On va parler un peu d'histoire, puisque si on remonte dans le management… Attends, juste Augustin, moi je voulais juste avoir les avis de tout le monde. Daniel, plutôt que de dire que j'ai fait grandir, c'est bien de faire grandir, mais est-ce que vous avez eu un mentor qui vous a fait grandir? C'est ça que je cherche. Est-ce que certains se souviennent d'une belle rencontre de quelqu'un qui les a fait grandir, fait évoluer, etc. Alors moi, je peux vous dire que celui qui m'a fait grandir, c'est Florian, bien sûr. Hein. Je suis arrivé en 2001 au sein du cabinet et notre mentor avec Augustin, ça reste Florian. Mais j'imagine que chacun dans votre carrière, vous avez eu des mentors. Enfin, j'espère plusieurs fois, Sophie. Ah, c'est génial. En plus, si vous arrivez à avoir plusieurs mentors, il y a quelque chose. Une ancienne directrice également aussi, qui a vu en moi quelque chose qui m'a fait grandir. C'est exactement ça. C'est ça la force des managers. Ah ouais, c'est ça. On continue, on remonte dans l'histoire. Hein, on va maintenant redécouvrir le management épiphyte sous l'angle du management selon Napoléon. Florian a mené une enquête, a interviewé Napoléon à Sainte-Hélène il y a quelques années, et il avait sorti cet ouvrage avec 7 piliers fondamentaux, et on a souhaité, Loïc, mettre en avant 2 piliers maintenant sur l'ouvrage. D'une part, le contrôle, et on sait que Napoléon avait des préfets partout en France pour avoir un contrôle sur le territoire, et la communication. Napoléon, le grand communicant qui arrivait à gérer son empire et à faire remonter l'information, mais aussi la faire circuler pour faire passer sa conception de la gestion d'un empire. Oui, et tout ça est sous-tendu sur le fait que Napoléon était un très grand manager épiphyte. Il a fait grandir un nombre de généraux de manière incroyable. Hein, on connaît tous, alors pour ceux qui sont montpelliérains, vous connaissez Cambacérès, mais vous connaissez plein de généraux de Napoléon, Cambronne, etc. En fait, il les a fait grandir, ces gars-là. Il les a fait grandir, et grâce à son management épiphyte, il les a tellement fait grandir qu'ils ont vraiment développé la France avec lui, et sans eux, il n'y serait pas arrivé. Donc, effectivement, Napoléon est un grand manager épiphyte, auquel on prend effectivement les 2 notions de contrôle et de communication, parce que il a besoin de contrôler. Un manager épiphyte a besoin de contrôler. Il s'agit pas, c'est pas non plus la porte ouverte à les gens font ce qu'ils veulent n'importe comment. Sur le chat, on évoque aussi des grands professeurs d'université qui ont pu marquer les esprits. Et oui, ce qu'on apprend aussi à l'université, et en général, quand on en retient 1 ou 2, c'est que ça a été les meilleurs. Ça a été mon cas aussi. Hein. J'ai retenu 2 ou 3 professeurs d'université tout au long de mon parcours. Et quand je dis 2 ou 3, c'est 2 ou 3 parmi une trentaine. Donc, tu peux les citer. Hein. Moi, je peux en citer un en particulier, c'est Jean-Michel Plante, qui est doyen de l'Université de Montpellier aujourd'hui, de Paul Valéry, un spécialiste des ressources humaines, et Olivier Torres, que je vois toujours au quotidien, et qui était un excellent professeur d'économie internationale, et qui a créé d'ailleurs à Maroc sa société de conseil qui s'occupe de la santé des dirigeants. Donc, tu vois, l'inspiration, elle est très large, et donc l'université aussi a pu
Ouais, les écoles, les professeurs sont souvent de bons mentors. Hein. C'est vrai qu'on le voit pour tous. Hein. On le voit pour tous. Donc effectivement, le premier livre qui vient démarrer finalement ce qui fait qu'on est aujourd'hui, c'est le management selon Napoléon, puisque c'est le premier. Florian a interviewé Napoléon, comme tu l'as dit, à Sainte-Hélène, sous les traits d'Alain Pijard. Alain Pijard est un grand spécialiste de Napoléon, parce qu'il a écrit une 60aine de livres sur Napoléon. Donc à chaque fois, le petit jeu, c'est de se dire, on prend une personnalité qui connaît très très bien la célébrité, la personnalité, et qui joue le jeu de jouer ce rôle-là. Alors, si on remonte encore dans l'histoire, Loïc, on va remonter maintenant au management selon Jésus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Florian, avec le père Hervé Ponceau, ont interviewé Jésus sur cette thématique managériale. Jésus, qui était un grand management épiphyte, puisqu'on peut considérer qu'il a semé et développé sa philosophie de vie quelque part et sa religion en s'appuyant sur les compétences de ceux qui l'ont suivi, de ceux à qui il a transmis. Et bien entendu, les deux piliers importants vont être l'amour, on sait tous, ainsi que le pardon. Alors, tu penses qu'on retrouve ça dans l'entreprise aussi, Loïc, l'amour et le pardon? Oui, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, plus le management épiphyte. Hein. N'oublions pas le management épiphyte. Bien sûr que l'amour de l'autre. Quand on est manager, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas l'autre, c'est pas la peine d'être manager. Et d'ailleurs, Augustin, on le voit bien, les managers qui se font, nous, quand on les a en outplacement, en bilan de compétences, on a des gens qui nous disent « Ah, mais je veux plus faire management ». Mais pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'autre, en fait. Et donc, si tu as une boule au ventre, quand tu dois avoir une relation avec quelqu'un, ne fais surtout pas manager. Le problème, encore une fois, cette histoire d'ascenseur social, de montée d'échelle, la seule voie qu'on ouvre pour socialement tolérable et intéressante, c'est de devenir manager. Donc, on prend le meilleur comptable, le meilleur commercial, le meilleur ingénieur pour devenir directeur comptable ou DAF, directeur commercial, etc. Le problème, c'est qu'il est très bon techniquement et quand on le passe de l'autre côté de la barrière, bah, il a peut-être des fois un désamour des gens, c'est compliqué et ils se font des nœuds au cerveau et des boules au ventre. Et l'amour est extrêmement important. De la même manière que le pardon est extrêmement important, ben oui, il faut être capable de pardonner une erreur, une faute, une bêtise ou quoi que ce soit, et pas être brutal. Évidemment, et ça c'est le problème du code du travail. Si tu prends le code du travail et que tu l'appliques à la lettre, 3000 articles, c'est une catastrophe. Dans la relation humaine dans l'entreprise, le code du travail est délétère. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Appliquer le droit, etc. Et ça a cristallisé les relations employeur-salarié. Aujourd'hui, on est dans une espèce de blocage de certains, et donc chacun va être dans sa petite position, en fait. Et donc, être capable de pardonner. Moi, j'aime bien la notion de management épiphyte et pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, un collaborateur peut faire une erreur. Et le manager va lui expliquer et va permettre au collaborateur de grandir, d'évoluer par rapport à cette erreur. En revanche, s'il recommence, là, c'est une faute. Donc, le pardon, c'est le préalable. Et après, on parlera de faute. Mais bien sûr, toujours pardonner l'erreur, la nécessité d'expliquer, de re-expliquer les choses. Ah, mais ça nécessite, Augustin, ça nécessite que le manager soit un véritable manager, soit pas juste un technicien, soit quelqu'un qui soit formé au management, qui soit à l'aise avec les notions de managérial, qui soit à l'aise avec leur relation avec l'autre. Et donc, on revient sur Jésus et la relation d'amour et de pardon dans le management. Si vous êtes manager et que c'est des notions qui vous sont très étrangères, vous êtes certainement rendu compte que c'était compliqué de manager, que c'était compliqué. Allez, le suivant. On avance dans le temps, encore, on recule dans le temps. Le manager épiphyte, mais là, on est dans le management selon les philosophes. Et c'est un ouvrage dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment lors de petits déj qu'on a pu effectuer, que ce soit dans les librairies ou notamment au MEDEF ou ailleurs. Hein. Et Florian a écrit cet ouvrage avec Pierre Vineau, et les deux sont des grands spécialistes qui ont interviewé les grands philosophes de ce monde, en fait. Avec 42 philosophes. Hein. 42 philosophes, donc vous voyez, et puis bon, on en tire deux concepts importants, toujours dans le cas de ce management épiphyte, c'est la sagesse pour mieux vivre et la réflexion comme moteur de l'action. Oui, clairement. Effectivement, on dit souvent qu'est-ce qu'il vaut mieux réussir sa vie ou réussir dans la vie. Voilà. Et finalement, les philosophes ont cette sagesse-là de dire
il faut être sage pour mieux vivre et trouver le mieux vivre ensemble, le mieux travailler ensemble. C'est ça la forme de sagesse du manager par rapport aux collaborateurs et dans le domaine du management épiphyte. Et puis, effectivement, les philosophes nous amènent à la réflexion. Se dire, OK, l'action, c'est bien dans un monde qui va vite, qui bouge, qui est dynamique. Qui plus est avec les IA. Alors, je suis désolé pour ceux qui mettent des IA, on les enlève parce que voilà, on aime bien discuter avec des humains. Même si on est en visio, on aime bien avoir des humains en face de nous. Donc, on enlève les IA qui nous enregistrent. On veut interagir avec vous. Oui, ça va vite, ça va de plus en plus vite, etc. Mais malgré tout, il ne faut pas céder aux sirènes de l'action pour l'action. On l'a vu pour un certain nombre de politiciens aujourd'hui qui s'amusent à réagir de manière à tuer à toi et à tort. Parfois et souvent d'ailleurs, ils sont dans l'hyperaction et les managers ont un peu cette tendance-là aujourd'hui d'être dans l'hyperaction. Et c'est un peu dommage. Il faut aussi de temps en temps prendre un peu de réflexion. On vous invite à relire ce livre sur le management selon les philosophes et surtout à lire les philosophes parce que, comme dit Augustin, on remonte dans l'histoire. Hein. Là, on est plus de 2000 ans avant notre ère, avant aujourd'hui, mais ça reste quand même des choses qui sont tangibles, structurées, qui permettent de se poser. Et puis, c'est intéressant d'avoir les courants philosophiques, de s'en servir comme un pilier justement pour la réflexion managériale. Et donc, on vous invite à lire cet ouvrage, bien sûr. Alors, finalement, Loïc, quand on voit un petit peu ce côté très éclectique dans l'approche du management, tu peux nous parler un petit peu aussi de ce recueil de fables. Je pense que ouais, effectivement. En fait, bon, vous avez compris que notre concept de management, c'est le management épiphyte, qui a eu des livres, les managements selon, que Florian, il y a quelques années, avait écrit ce livre sur l'homme à fable, Florian le fabuliste. Il aime je crois que Florian a dû créer un groupe des Florians. Il aime son prénom et donc voilà, une espèce de narcissisme, hein, vous le savez pour ceux qui le connaissent, hein, mais c'est normal, on a tous un peu ça. Il y a même le domaine de Florian, hein, le vin aussi. Ah, le domaine de Florian, enfin bref, si vous voulez faire plaisir, le café Florian, j'étais il n'y a pas si longtemps que ça du côté de Cannes et il y a une confiserie qui s'appelle la confiserie Florian. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui ramener des petits trucs de Florian, ça lui fait toujours plaisir. Donc pour ceux qui veulent lui faire plaisir un jour et que vous trouvez des trucs autour de Florian, n'hésitez pas, une photo devant le café Florian à Venise lui fera toujours plaisir. Non, trêve de plaisanterie. Le fabuliste Florian a écrit des fables au même moment que notre ami de La Fontaine, qui a été très bon en marketing. Je ne sais pas si tous nos auditeurs savent que, en fait, de La Fontaine n'a fait que reprendre quelque chose qui existait déjà, que sont les fables d'Ésope. Ésope est un philosophe grec, pour le coup. Donc, vous voyez qu'on revient à notre histoire de philosophe, la boucle est un peu bouclée. Et c'est vrai que quand on était en pleine écriture du livre, je me suis amusé sur la route en famille à réécouter un podcast de Secrets d'Histoire sur la vie de La Fontaine. Et moi, ça m'a fait tilt, en fait. Je me suis dit, mais c'est vraiment une liaison, en fait. C'est à notre manière la remise en avant des fables dans le management, ce livre. Alors, il n'est pas écrit sous forme de fable, bien évidemment, mais l'idée étant de se dire, on comprend rapidement, quand on lit un animal, son nom, quel type de management on peut y associer. Donc, c'est une lecture plus simple pour tous que, effectivement, comprendre le management selon Nietzsche, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un petit peu plus d'effort. Donc, on a essayé d'être un petit peu éclectique et donc, voilà, toute l'ontologie de ce livre-là vient de tout ce qu'on vient de raconter là et c'est pour nous une introduction qui était importante, que les gens comprennent, que vous compreniez pourquoi on a fait ces livres-là. Ils sont sages comme des images. Ils nous font des pouces et des sourires. Oui, j'entends ça. Moi, je raconte bien en plus sur les trucs de Florian, mais sur le fond, j'ai pas beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va passer du coup maintenant au grand moment, la présentation donc, du livre Le management selon les animaux. Et n'hésitez pas à réagir. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais style de management animal. On peut tous s'identifier à un ou plusieurs animaux. D'ailleurs, voilà, Véronique, on y arrive. Hein, Véronique attend la suite. Donc, on y est. On a décidé, avec Florian, de faire ce travail un petit peu de recueil
des profils que seraient représentés par les managers animaux. Et par exemple, on sait aujourd'hui que l'abeille, dans son fonctionnement quotidien, a mis en place des techniques de collaboration, d'organisation très efficaces. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on sait tous, et on s'est appuyé sur cela pour la décrire. Le lion, on parle souvent de lion parce que le lion a cette image liée au courage, au leadership, le charisme, mais aussi cette vision du félin qui est capable d'avoir une vision claire et haute, de la hauteur surtout, bien sûr. On a également le cas du renard, qui lui, c'est un stratège, c'est un rusé, c'est un silencieux, hein, il s'adapte aux situations. Et donc, Loïc, c'est vrai que finalement, on a tous un peu de différents types d'animaux, mais il y a quand même une tendance qui se dessine. Et on vous invite à réfléchir, avant de voir la suite, à quel style d'animal pourrait être celui auquel vous vous identifiez. Nous, on a décidé aujourd'hui de mettre un focus, on a une vingtaine d'animaux, on va faire un focus sur une dizaine d'animaux, mais bien sûr, on pourra compléter tout cela en lisant l'ouvrage. Ah oui, bah alors, évidemment, Daniel ne pouvait pas s'empêcher, hein, Daniel ou un autre ne pouvait pas s'empêcher de dire que le lion, c'est délégué la chasse aux lionnes, évidemment. Mais c'est exactement, Véronique. Et là, c'est la réponse de la bergère au berger. Le lion est connu pour être feignant aussi. Et oui, alors est-ce qu'il est feignant? Est-ce qu'il manage ses troupes? Comment il gère ça? Voilà, il n'y a pas, comme l'a dit Augustin, il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. On est dans le domaine de la personnalité. Et c'est vrai que dans tous les animaux et dans tout être humain, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes, et en termes de management. Et le tout, c'est de le savoir corriger, de savoir s'analyser, et puis de se comprendre, voilà ce que je cherchais, et puis de comprendre aussi que dans ce livre, vous le verrez, on en parlera, il y a un petit test, je ne sais pas si certains l'ont déjà lu et ont déjà fait le test et peuvent nous dire ce qu'ils ont eu comme résultat de test, mais en général, on n'est pas un seul animal. Alors, il y en a quelques-uns il y a un animal qui sort particulièrement, que ce soit réel. Exact, j'aime bien aussi. Il a raison, Sébastien. Il a raison. Est-ce que cette fainéantise, ce n'est pas le résultat d'une capacité à faire bosser les autres, quoi? Tu vois? Bien sûr, évidemment. Non, et puis là où il a raison, Sébastien, c'est que le feignant va être efficace souvent. Il va s'organiser. Hein, on croit qu'il est feignant, mais en fait, pour être feignant, il faut être organisé, quoi. C'est pas toujours simple. Il y a Tracy qui nous demande où peut-on faire le test. Effectivement, le test, on vous donnera le QR code à la fin et au début du livre, en fait, quand vous achetez le livre, hop, au tout début du livre, il y a le petit QR code ici. Et on vous invite, quand vous avez le livre en main, et on a une petite surprise en termes de livre, en termes de code promo, juste pour la sortie du livre. Quand vous faites le test, dès que vous avez le livre, vous faites le test d'abord et après vous lisez le livre. Ça vous évitera de vous influencer. Pourquoi? Parce que il y a toujours dans ces tests projectifs peu de gens, on n'a pas l'honnêteté complète, hein, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Hein. On est souvent dans une situation rêvée, fantasmée, idéalisée, etc. Donc voilà, et donc nous on dit, on est souvent plusieurs animaux. Allez, tiens, le prochain animal, Augustin. Alors voilà, on a décidé de vous présenter 6 animaux en fait sur les 20 et on va découvrir peu à peu leur profil. Vous nous direz si vous identifiez, n'hésitez pas à nous le dire. Donc le premier animal est le caméléon et comme vous le savez tous, la grande capacité du caméléon, c'est de s'adapter. En fonction des situations, de changer de couleur quelque part. Et pour changer de couleur, il faut apprendre l'environnement, il faut être capable de sentir un danger et changer de couleur. Vous voyez, donc il y a cette compréhension qui est aussi une force chez lui. Ouais, c'est clair. Et moi, je voulais savoir, les amis, est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui ont déjà lu le livre, qui l'ont lu et qui peuvent nous dire quel animal il est ressorti lorsqu'ils ont fait le test? C'est sympa. Parce que je vois Véronique qui réagit et je pense que Véronique a déjà… Véronique, elle dit que le caméléon se planque en fait. Aussi. Mais on a des managers planqueurs, planqués,
où voilà, pas encore. On passe du manager couteau suisse au manager caméléon. Ouais, exact. Merci, merci Ben, Bell 90 19 57. J'adore le pseudo. Donc effectivement, le caméléon, il s'adapte. Le couteau suisse, donc pour ceux qui n'ont pas le livre, vous allez pouvoir vous le procurer facilement juste après. Donc c'est utile en ce moment parce que on est dans un monde complexe qui bouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les choses ne sont pas stables en ce moment, entre le monde géopolitique, entre la technologie, entre les envies des uns des autres, les changements de paradigme, les changements de dogme. Bon, si vous n'êtes pas un peu caméléon ou couteau suisse, comme disait Ben tout à l'heure, ça va être difficile. Si vous êtes un peu manager monolithique, voilà. Et la force, nous, qu'on a pris du manager, c'est ça. C'est vrai. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le caméléon n'est pas un manager parfait. Il ne correspond pas à toutes les situations. En revanche, en tout cas, il a un style de management qui va permettre de s'adapter justement et ça reste quand même un leader qui est précieux dans un environnement de plus en plus complexe et changeant. C'est ça qui nous a intéressés. Exact. Exact. Benoît nous dit que comme ils sont lents, ils peuvent se faire écraser. Oui aussi. J'aime bien. Quand ils sont au mauvais endroit, oui. Sur la route, c'est un peu plus compliqué. Mais dans un arbre, on a du mal à le voir. Très bien, on avance, Loïc. Donc, allez, on avance. Deuxième manager, et celui-là, il est quand même sympa, c'est le manager Colibri. Pourquoi? C'est le leader, en fait, agile et audacieux, c'est clair. Le Colibri est un grand bosseur, vous le savez. Et c'est vrai que c'est aussi un leader qui est très à l'aise dans l'environnement avec ses équipes et qui a une bienveillance naturelle. Et donc, oui, il est dans le collaboratif. Efficacité et bienveillance, ouais. Voilà, il est dans le collaboratif, dans la bienveillance. Vous connaissez tous l'histoire du colibri qui fait sa part. Même si effectivement, éteindre un incendie gigantesque, c'est difficile. Le petit colibri, il dit oui, mais moi je fais ma part. C'est ça qui est intéressant chez le colibri. C'est ce manager qui fait sa part, qui est présent, qui est avec ses collaborateurs, qui les accompagne et qui s'adapte en fonction du vent. Moi, je suis fasciné quand je regarde un vol de colibri. Ici, nous, on est basé à Montpellier avec Augustin. Je ne sais pas où vous êtes tous là, si vous avez la gentillesse de nous dire où est-ce que vous êtes basés. Mais à Montpellier, dans les champs ou dans la garrigue, on peut avoir, Ben est en Alsace, à Avignon, Toulouse, génial, on peut avoir des insectes qui ressemblent, comme le goudeau, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits insectes qui ressemblent à des… Oui, qui sont très sympas d'ailleurs, qui ressemblent beaucoup à des… Et moi, je suis fasciné de regarder ces animaux parce qu'ils ont une agilité à se déplacer d'une plante à l'autre avec une facilité à gérer le flux d'air qui est fascinant. Et le manager colibri est complètement là-dessus. Bon, tu as lancé le Tour de France, Loïc. Alors, ce sont des sphinx. Merci, Raphaël. Ce sont des sphinx, exactement. Ce qui est intéressant aussi, et moi j'aime bien cette idée aussi, c'est qu'il ne se prend pas pour le plus grand, mais du coup, comme c'est un gros bosseur, il inspire les autres en fait. C'est ça qui est intéressant chez le colibri. Il le sait que ce n'est pas le plus grand, mais par son attitude, par sa posture, il inspire les autres. Et il les amène avec lui finalement. Next. Merci pour le Tour de France, effectivement. Là, on s'est bien baladé, même en Corse, à Annecy. Aïe, 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 le manager crocodile. Si celui-là, il pouvait vous bouffer. Mais il est utile. Attention, parce que tout le monde se dit « Waouh, manager crocodile ». Alors, bizarrement, dans le test, parce que nous, on a les résultats des tests, donc on a la tendance générale, bizarrement, celui-là, peu de gens se revendiquent, mais on a quelques-uns qui se revendiquent crocodile. Certes, il est controversé, mais il peut être utile dans des phases de risque, de difficulté. Quand on est dans la difficulté, avoir des gens qui vont prendre des décisions radicales, qui vont être peut-être un peu violents, un peu forts, un peu puissants, tranchants. Ça peut être nécessaire dans certaines situations difficiles, quand les entreprises, là en ce moment, par exemple, le monde de l'immobilier est affecté par une crise qui ne dit pas son nom. Là, on entend parler des guerres, etc. Il y a des sociétés pour lesquelles c'est difficile. Et rester dans l'indolence du homard dans la casserole, c'est peut-être pas bon. Et mettre un crocodile qui va réagir de manière un peu forte,
ça peut être bénéfique. Attention, c'est court terme, ça ne peut pas être à long terme, parce qu'à long terme, le management de la peur, de ce genre de choses devient difficile. Ouais, Trump est peut-être un crocodile, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est cette capacité quand même, c'est un calculateur. Donc, dans des moments difficiles, dans des moments où il faut réfléchir, il va prendre le temps avant de bondir finalement, et c'est ça qui va être l'aspect positif. Mais comme tu l'as dit, Loïc, à long terme, le manager crocodile, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu, en tout cas qui sera controversé dans l'entreprise et qui aura du mal à fidéliser ses collaborateurs. Ouais, c'est vraiment pour une période spot. Benoît a raison en disant que attention au manager qui va prendre après le manager crocodile, parce qu'effectivement, le manager crocodile aura probablement fait des dégâts au niveau managérial. Mais justement, c'est là où il faut avoir la finesse en tant que manager de ces managers-là, se dire, tiens, quel type de manager je vais prendre après un manager crocodile pour récupérer l'équipe, remobiliser, réavancer. Vous savez, le crocodile, il va aussi changer d'équipe. Hein. Ça ne sera pas la même équipe que celle d'avant. Il va bousculer. Voilà, faire avancer, c'est bien. Alors, Isabelle a dit quelque chose que je suis en train de penser et et elle a tout à fait raison. On est dans le management de transition. Le crocodile correspond bien à une période donnée de crise où on va devoir résoudre une problématique et aider l'organisation à s'améliorer. Et c'est vrai que parfois, il faut couper dans le gras et il faut taper fort, agir vite et aller chercher loin dans les capacités des uns des autres. Oui, en management de transition, on va trouver ce profil-là, c'est vrai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Maxime a tout compris. Effectivement, on adapte les managers en fonction de l'instant, de l'environnement, du contexte. On ne peut pas garder que des managers crocodiles, que des managers lion, lionne, girafe ou autres. On doit avoir une diversité, mais en plus, on doit adapter les styles de management ou les managers en fonction de la situation, du contexte de l'entreprise, quoi. Et c'est vrai que parfois, notamment avec le crocodile, hein, ça va faire du dégât, comme le disait Caroline. Oui, il y en a une partie qui va démissionner, pas toujours ceux qu'on voudrait qu'ils partent, bien sûr, mais c'est une situation particulière en fait, hein, pas Caroline, Camille. Allez, le suivant, cher Augustin. Alors, juste, si vous avez en tête des managers crocodiles, n'hésitez pas à le témoigner aussi. Hein. Pareil pour les autres animaux, hein, si vous avez dans vos expériences. Vous retrouvez des collaborateurs ou des managers qui vous ont inspiré parmi ces animaux, n'hésitez pas à le dire. Bon, le prochain, il est plutôt sympathique, même si parfois il dure, c'est le dauphin. Alors, je vous rappelle quel est l'animal totem d'Augustin. Hein. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que, alors, ce qui est intéressant, c'est cette notion, et on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, on retrouve des parallèles avec les théories managériales, c'est l'intelligence collective en fait. Le dauphin fonctionne en groupe, fonctionne par équipe, avec un côté très espiègle, qui aime le jeu, il aime un petit peu la diversité, et donc c'est vrai que lorsqu'il est bien adapté à un contexte qui est favorable, le manager dauphin, il va être intéressant parce que il va tirer toujours parti de cette intelligence collective. Hein, et c'est là qu'il a sa force. Ouais, puis il y a un côté sympathique, agréable. On fait les choses, mais de manière en s'amusant. Vous voyez bien les dauphins, ils chassent en s'amusant, ils se baladent tous ensemble, sont toujours en groupe. Il y a un côté bon enfant à tout ça, et pourtant ils font les choses. Hein. Un dauphin ne fait rien. Ne fait rien au hasard, ils ne sont pas juste là oisifs, hein. Ils se portent bien, ils sont… Non, c'est sûr, il est ouvert sur son environnement en fait, Loïc, parce que quand on voit les dauphins, notamment au contact des personnes, au contact d'enfants qui ont des problèmes de santé, d'enfants handicapés, d'enfants qui sont autistes, il y a une grande capacité à entrer en communication, et c'est vrai que Ben le dit par son aspect empathique. Attention, l'empathie peut très vite se retourner contre nous si on n'est pas capable en tant que manager de ne pas absorber tous les maux de la Terre. Mais c'est vrai que ce côté empathique, c'est ce qu'il en ressort, et cette compréhension de son environnement, sa capacité à rentrer en connexion avec son banquier, avec ses avocats, avec ses clients, avec ses collaborateurs, c'est ça en fait, cette notion aussi d'intelligence collective.
Et j'ai envie de répondre à Eva, regardez le sourire d'Augustin. Bien sûr qu'il a le sourire, comme la posture du yoga, nous dit-elle. Je ne sais pas si tu ressembles à Bouddha, Augustin, mais regardez, il a un beau sourire. Voilà. Et donc, effectivement, le manager dauphin, il a cette bonhomie, cette bienveillance, ce côté agréable dans l'équipe. Le sourire, c'est important, quoi. C'est important. Bon, alors, on verra après, quand vous ferez tous le test, hein, quel type d'animal vous êtes. Et on parlera peut-être aussi une prochaine fois des grandes tendances que nous, on a pu relever. Hein, ouais, bien sûr, ouais, on pourrait le faire. On en reparlera. OK. Allez, on continue. Ah, qui c'est qui parlait de lion tout à l'heure? La lionne. Hein, oui, on ne parle pas du lion, hein, on parle de la lionne. Il y a le lion et il y a la lionne dans le livre. Il y a les deux. Hein. Alors, c'est vrai que, on disait tout à l'heure, c'est la lionne qui fait le boulot quelque part, hein, qui chasse pendant que le lion dort ou assure la sécurité, entre guillemets, on va dire ça comme ça aussi. Et oui, c'est celle qui est dans le dévouement, en fait. Et elle a cette finesse, cette puissance aussi, et cette vision stratégique qui font que c'est un leader dans une équipe. La lionne est le leader que l'on suit, et c'est elle qui donne l'exemple, ça c'est clair. Ouais, on est face à quelqu'un dans l'exemplarité, dans l'action, là, pour le coup, hein, dans l'action, l'exemplarité, mais tout en ayant un côté très maternel, hein, de ses équipes, de sa team, dans le côté ensemble, en fait. On chasse en meute, on chasse ensemble. La lionne va au front avec son équipe, etc. Là où le lion va être plus en supervision, en cohérence globale. Hein. La lionne va être dans l'action avec de la puissance. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, dans un environnement mouvant, dans un environnement incertain, c'est celle que l'on va aimer suivre en fait, parce qu'elle a cette vision, elle prend les choses en main et on la suit. C'est vraiment le référent, le manager référent que l'on suit dans le mouvement. Ouais, c'est un leader action. Moi, j'aime bien la notion de leader action. C'est pas juste le leader qui va donner la vision, c'est le leader qui va être dedans, hein, qui va être dedans au cœur avec l'équipe et qui va envoyer comme son équipe et qui attend que son équipe fasse le job avec elle. Hein. Donc, il y a un vrai côté, on fait les choses ensemble. Si vous avez regardé des lionnes, elles chassent ensemble et elles vont au combat ensemble. Hein. C'est vraiment cette notion-là. C'est assez différent du lion, finalement. Hein. Oui, qui lui aura tendance à rugir, à faire du bruit, à montrer sa puissance. Oui, cette capacité à montrer sa puissance et à mettre des choses en place, à se faire respecter. Et le lion, il s'appuie sur son charisme. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance naturelle de son autorité. Ouais, le lion, il va s'économiser pour aller sur des sujets stratégiques jugés plus essentiels, entre guillemets. La lionne va être dans l'action du quotidien, dans le manager opérationnel. Hein. En gros, la lionne, c'est vraiment le manager opérationnel. Le lion, c'est le manager global, stratégique, etc. C'est ça, comme ça qu'il faut les voir. Hein. Mais l'un sans l'autre, ça va pas fonctionner. Hein. Quel est le défaut de notre lionne, d'après vous? Elle est, à mon sens, très et peut-être trop dans l'action. Ce qui lui empêche peut-être de prendre un peu plus de hauteur. Et puis après, ça reste un félin. Hein. Ça reste un félin. Ça sort les griffes. Hein. Et ça sort les griffes plutôt 2 fois plutôt qu'une. La différence du lion, le lion ne va pas s'embêter avec le menu fretin. La lionne va se battre avec toutes les hyènes qui vont passer dans le truc. Ben oui, le nez dans le guidon de l'action, peut-être. Oui, parce que c'est un manager qui n'exclut pas le conflit quand même. Hein. Elle aura tendance à aller vers le conflit également. Et il y a aussi un risque elle est très exigeante. Et parfois un peu manquer de flexibilité. Donc la lionne, elle va peut-être démotiver ses équipes à la longue. Attention, hein, ça c'est un élément qui peut être revu. Et parfois aussi un manque d'écoute, parce qu'elle a cette vision en elle, elle ne va pas forcément écouter les autres, elle va plutôt agir. Elle est perfectionniste, oui, c'est vrai que c'est… Dans l'action, toujours dans l'action, hein. Elle est perfectionniste dans l'action, hein, la lionne. Dans l'écoute, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, continuons. Il nous en reste encore? Ouais, oui, il en reste. Le rhinocéros. Bon, il est beau celui-là quand même. Oui, il fait sympathique celui-là. Je trouve que, alors pour rien vous cacher, on a utilisé DALL-E, ChatGPT pour faire les images du livre. Donc ça, c'est sympa. Et il nous a fait des animaux plutôt sympas en termes d'images. Hein.
c'est plutôt sympa. Donc, effectivement, le rhinocéros. Je t'en prie, oui. Donc, en fait, bon, qu'est-ce qu'on va trouver? La force, la détermination, c'est le leader puissant, en fait. Hein. C'est ce qu'on va retrouver chez lui. Il y a toujours quand même aussi cette notion de charisme et de leadership par sa force. Et il y a un côté très authentique chez le rhinocéros. Ce qui fait que, quelque part, il va être précieux lorsqu'on est en recherche de performance. C'est un performant dans sa façon de fonctionner. Il va au bout des choses. Vous avez tous vu la course d'un rhinocéros, en général, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas atteint son but. Hein. Oui, il peut faire des kilomètres, hein, des kilomètres et des kilomètres. Le problème du rhinocéros, c'est que il regarde son objectif et pas tout ce qui se passe autour. Il peut manquer un peu de vision stratégique et de se dire tiens, l'objectif c'est pas le bon. Non, le rhinocéros il va y aller, il va taper dedans en fait. Il va emmener son équipe dans le mur. C'est un peu le danger. C'est un peu le danger du manager rhinocéros. Il peut aller dans le mur, quoi. Jusqu'au boutiste. Et tu l'as dit, en fait, il rentre dedans. Peut-être qu'il va manquer un peu de diplomatie, tu vois. C'est le problème du rhinocéros aussi, c'est cette puissance et ce côté qui va manquer parfois de flexibilité. Mais c'est quelqu'un qui peut blesser dans ses défauts. Il peut manquer de diplomatie. C'est comme ça, il va être une belle corne. Une belle corne. Oui, on est d'accord. Évidemment, un rhinocéros, c'est pas un manager fin. Il n'est pas dans la finesse, il n'est pas dans la bienveillance, il est dans l'action puissante, forte, très engagée. On y va, quoi. Et on y va fort, on y va puissamment, ce genre de choses. Là, évidemment, si vous avez besoin de quelqu'un qui va être dans le réglage fin d'une équipe ou de relations avec un contexte externe qui demande des petits ajustements, c'est peut-être pas le meilleur des managers, c'est peut-être pas la bonne équipe avec un manager comme ça. Quoi. Mais je trouve intéressant que on nous demande. Alors les relations avec la Lyon. Ah ouais, les uns avec les autres. Alors c'est le. Il y a des couples possibles. Ouais, la lionne, c'est pas mal, et le rhinocéros, ils peuvent être complémentaires. Ils peuvent être complémentaires. Attention, ça risque à un moment donné de faire des étincelles quand ils vont pas être d'accord, quoi. C'est-à-dire que la puissance que va dégager le lion, en fait, par rapport le rhinocéros et la vision peut-être un peu plus stratégique, le leadership de la lionne peuvent faire un bon. Mais effectivement, mais on le trouve tous dans nos entreprises, Loïc. On peut avoir un directeur commercial, profil Lyon, charismatique, qui amène ses troupes avec lui, et puis un directeur financier qui va être un peu plus rhinocéros, qui lui est là pour sortir les budgets et obtenir les financements et demander à ses équipes de se bouger, quoi. On va retrouver ça à plusieurs niveaux, en fait, bien sûr. Ouais, c'est clair. Mais oui, Christelle, ils sont tous les deux dans l'action. Ils sont tous les deux dans l'action. La lionne et le rhinocéros, c'est des animaux d'action, c'est des managers d'action. Voilà. Donc, il faut faire attention, comme dit Augustin à juste titre, et comme vous le renotez, on va peut-être pas les mettre dans la même cour, quoi. Parce qu'on risque de se retrouver avec des problématiques. Mais c'est en ça que c'est intéressant d'analyser les équipes sous le prisme des animaux, en fait. Parce que très vite, on arrive à comprendre qui fait quoi, comment, et où est-ce qu'on peut mettre les gens, et quels sont les rapports humains au travers des animaux que l'on peut connecter ensemble, ou justement, attention à déconnecter, à pas trop les mettre les uns avec les autres parce qu'on risque d'avoir de la casse, ou si on le sait, se dire, tiens, pendant un temps donné ou dans un contexte ou dans un environnement particulier, allier ces deux animaux-là qui sont peut-être antinomiques vont nous aider parce qu'ils sont dans l'action tous les deux, pour le coup, pour rhinocéros et lionne, mais on peut imaginer girafe et colibri, voilà, parce que la girafe, on comprend qu'elle va prendre de la hauteur, et le colibri qui va regarder les petits détails, donc vous voyez que ça peut être intéressant, voilà. Sauf qu'ils vont peut-être pas se comprendre, il y aura peut-être besoin d'un intermédiaire entre les deux, parce que entre la girafe et le colibri, ils vont peut-être pas réussir à se comprendre, à parler ensemble, ou je vais prendre deux animaux à plumes que sont dans le livre, on a le colibri et le hibou. Vous vous doutez bien que la façon de voir les choses entre un hibou et un colibri n'ont strictement rien à voir. Déjà, il y en a un qui est diurne et l'autre qui est nocturne.
Donc déjà, ils vivent sur deux fuseaux différents, deux méthodes différentes. Et puis, on voit bien le hibou très calme, très posé, très dans la réflexion, peut-être trop dans la réflexion, dans l'analyse stratégique. Là où le petit colibri, pareil, on est dans l'action très rapide, c'est quelqu'un qui est très dynamique, voilà, et qui risque peut-être d'épuiser le hibou. Et inversement, le colibri, il va avoir du mal à discuter avec lui. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans l'ouvrage, et je vous souhaite de prendre le temps de le lire et de vous en servir aussi pour réfléchir, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, tous ces animaux cohabitent quelque part. Dans la jungle, vous avez tous les animaux qui cohabitent. Dans nos entreprises, on a tous fait grandir des managers et à nous de voir un petit peu quel est le style de chaque profil, comment le faire évoluer. Comme il n'y a pas de bon ou mauvais manager, eh bien, on a tous à apprendre un peu de nos défauts. Et c'est là que c'est intéressant. Je crois qu'on a tous une part de lion, une part de rhinocéros, une part de colibri. Parfois, cet axe d'amélioration, ben, il est là. Hein, c'est la compréhension des autres, c'est l'empathie. Parfois, ça va être l'action, parfois la stratégie. Je crois que peut-être même qu'on évolue dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut devenir dauphin en ayant été lion ou vice-versa, en fait. Oui, ben on n'est pas un seul animal, en fait. Hein, on est un mix de plusieurs. Hein. Est-ce qu'en temps de crise, j'agis comme un rhinocéros ou lorsque la période est très dynamique, on est dans l'innovation, je vais agir plus comme une lionne, en fait. L'idée, c'est ça, c'est en fonction des contextes, chaque animal a ses points forts et ses axes d'amélioration. Et ce qui est intéressant, c'est de vous amuser à faire le test quand vous aurez l'ouvrage. Ça vous permettra de voir si ce que vous pensez de vous-même correspond au résultat final. Ça, c'est sûr. Oui, il y a Isabelle qui remonte le fait, est-ce qu'il y a un animal par définition qui est plus PDG, DG, enfin directeur général, etc. Pas forcément. Comme dit Augustin, ça dépend de la situation. C'est ce que vous dites là juste après, un niveau de direction plus en correspondance avec chaque animal. Oui, en fonction du contexte, en fonction de l'entreprise, de l'histoire, il y a des leaders qui vont… On a besoin d'un rhinocéros dans certaines entreprises où on a un rhinocéros à la tête de l'entreprise, c'est peut-être parce qu'on a besoin, mais c'est ce qu'on a. Et inversement, il nous faut peut-être un colibri dans d'autres, notamment, par exemple, le colibri, il est bien dans la start-up. Hein. Ça part dans tous les sens, ça fonce, ça va très vite, etc. Là où le rhinocéros est quand même dans l'action, mais dans l'action plus lente, dans le marathon, dans la puissance. Peut-être que dans la start-up, avoir un rhinocéros, c'est plus difficile à piloter. Avec en plus des contextes qui sont favorables à certains types. Par exemple, on parlait tout à l'heure de diplomatie. Voilà, si mon entreprise évolue dans un environnement où la diplomatie est nécessaire, je vais aller chercher un profil animal qui va s'adapter justement aux interlocuteurs sans chercher à les vexer, à chercher à la négociation. Si je suis peut-être dans une entreprise d'extraction de carrière où il faut sortir à tout prix de la production, mais j'ai peut-être besoin plus d'un rhinocéros en fait. Tout va être une question de contexte et d'objectifs de l'entreprise sur le temps. D'ailleurs, tu l'as dit, la start-up est très différente d'un grand groupe. Hein. On est sur des points de management très, très différents. Voilà. Donc, effectivement, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est au balbutiement de cette notion de management selon les animaux. On voit qu'il y a un grand retour. On voit déjà l'intérêt que vous y mettez dans le chat, mais à chaque fois qu'on en parle, depuis qu'on a sorti le livre en début de cette année, on voit qu'il y a un grand intérêt. Donc, sans dévoiler quoi que ce soit, je pense, avec Augustin et avec Florent, on pense qu'il va y avoir une suite de tout ça, qu'on va aller un petit peu plus loin sur ces notions-là. On pense peut-être mettre en place des formations autour de ces notions-là parce que ça interpelle, ça interroge, ça intéresse véritablement. Quoi. Oui. Le cheval. Consubstantialité avec le cavalier. Alors, on n'a pas mis le cheval. C'est vrai. Et en effet, cette synergie, en effet, oui. Alors, on va aller tranquillement vers la fin de l'ouvrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on vient de le dire, il y a cette notion de style adapté aux circonstances, bien sûr d'intelligence collective, qui fait partie des grands enseignements que l'on recherche, nous, hein, chez les managers, et cette capacité à comprendre ses forces et ses limites. Avez-vous
Est-ce que je vais m'enseigner, alors, pas forcément dans les recrutements de ce test, mais plutôt pour animer des formations, pour lancer des ateliers de manière à en faire peut-être un icebreaker ou alors même un sujet de formation pour explorer les différentes formes de management. Tout est possible. Hein. Et puis le premier test que vous avez dans le livre là est un test encore sommaire. On reste très humble face à ça. Il n'a aucune vocation. Déjà, les tests, de manière générale, les tests de personnalité, il faut être très prudent avec ces outils-là. C'est des outils complémentaires d'analyse qui vous amènent des indices qui n'ont pas vocation à être exhaustifs, ce genre de choses. Ça, c'est une première version. On a travaillé une version plus complexe. Donc, on est en train de travailler, dessus. Et si le livre rencontre un certain succès, grâce à vous notamment, on poussera peut-être le vice du test un petit peu plus complexe, un peu plus costaud, parce que là, aujourd'hui, il est facile à faire. On peut vite le biaiser, entre guillemets, mais parce qu'on n'a pas voulu faire un test absolu. Et on a en préparation quelque chose d'un petit peu plus complexe avec des partenaires comme Central Test qui ont des psychométriciens, ce genre de choses. Donc oui, Véronique, peut-être que ça viendra dans le recrutement ou autre, mais en tout cas, dans la formation, dans le positionnement, quand on travaille sur nos formations en management avec nos clients, nos partenaires qui veulent positionner leurs collaborateurs sur le management, c'est quelque chose de plus accessible en fait que les grandes théories sur le management où parfois les gens ont un peu de mal à s'y positionner. Et oui, effectivement, la ménagerie Eva est exactement ça en fait. Hein. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que il faut qu'il y ait une ménagerie complète, hein, et tout le monde compte. Le colibri comme le lion, la lionne comme la girafe, etc. Et même si la lionne n'a qu'une envie, c'est de bouffer la girafe, etc. Mais peu importe, il va vous falloir un petit peu tout ce petit monde-là, toute cette ménagerie dans l'entreprise. Et vous le voyez bien autour de vous, si vous regardez, vous avez un peu de tout. Vous avez un peu de tout parce que chacun a des talents, chacun a des limites, chacun a des forces. Et dans vos propres équipes, c'est ça qui est intéressant. Oui, bien sûr. On avance. Alors, c'est clair que l'idée maintenant, c'est à vous de jouer. Hein, c'est à vous de nous dire quel style d'animal vous êtes vraiment. Alors, c'est pas très compliqué pour justement faire le test. Vous pouvez scanner le QR code que vous avez sous les yeux. On va vous envoyer, voilà, Loïc vient de faire le test à l'instant, ça vous ouvre un questionnaire que vous allez pouvoir remplir. Sachez que vous allez pouvoir également aussi bénéficier jusqu'au 20 avril, donc il vous reste encore un mois, à partir du code promo animaux 65. En majuscule et de la même manière, attention, je le précise, parce que quand vous êtes sur un site internet, il faut bien mettre animaux 65 en majuscule tout collé. Voilà. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir l'ouvrage gratuit, donc pour tous les participants aujourd'hui. Ouais, vous pouvez le retrouver également sur le... Alors, vous aurez voilà, que les frais de port à payer. Et donc, ça sera un grand plaisir de vous le transmettre et de vous permettre de jouer ce jeu. Et pourquoi pas, utilisez-le à votre façon dans vos entreprises comme un moyen aussi d'échanger avec vos collaborateurs, d'amuser vos amis, d'amuser vos collaborateurs, vos managers, pourquoi pas. Donc, c'est toujours pour nous un outil de réflexion. Ouais, et si ça vous intéresse d'aller plus loin, effectivement, on est en train de monter les formations qui vont avec, les animations, les conférences autour de ce livre-là. Voilà. On peut venir le chercher chez nous. Ah oui, Christian, s'il faut. Oui, venez. Aux heures de travail, contre une carte de visite, bien sûr. Okay. Oui, c'est déjà Noël. C'est bientôt Pâques, Daniel. Donc, voilà, on essaye d'être… Alors, juste avant de terminer, on va vous donner rendez-vous maintenant sur cette plateforme. Vous avez vu qu'on a fait évoluer et c'était une journée de test aujourd'hui qui a bien fonctionné finalement. J'ai l'impression qu'on va demander à nos amis, mais pour vous, ceux qui connaissent, qui étaient déjà venus ou ceux qui viennent de découvrir, est-ce que la plateforme Google Meet, ça s'est bien passé pour le webinar, pour l'inscription, pour tout? N'hésitez pas, pendant qu'Augustin nous explique. Oui, je crois que c'est oui. Hein. Alors, quelqu'un a dit le lapin de Pâques manager. Ah ben, ça tombe bien, vous avez bien raison, parce que notre prochain rendez-vous, qui est le 17 avril, ce sera sur les cloches. Et est-ce que les cloches vont nous apporter le candidat idéal? On parlera recrutement. Le 18 mai, on parlera du manager du futur. Donc, vous voyez, on est déjà en train de réfléchir à la suite. En fait, au mois de juin, on part également sur faire performer donc les managers, et enfin, avant l'été, c'est le moment de réfléchir à sa carrière. Est-ce que je change de job? Est-ce que je
me casse? Au revoir, président. Est-ce que je me forme? Est-ce que je cherche un nouveau job? Est-ce que je continue dans mon job et que j'y suis bien aussi? Exactement. Voilà. Pourquoi on le met toujours en début d'été? Parce que pendant les vacances, c'est le moment de se poser, de réfléchir, voilà, à la haute placement, au bilan de compétences, à faire des formations, des choses comme ça. Donc, c'est important de le mettre à ce moment-là. Alors, aussi important de le dire, Loïc, pour rester en contact, c'est très important. Vous avez vu qu'on a une actualité très riche au travers, bien sûr, de nos offres d'emploi, mais aussi de nos articles, des posts sur LinkedIn. Donc, connectons-nous tous sur LinkedIn, continuons les discussions, c'est ce qu'on aime. Et bien entendu, sur notre site foyermansion.com, vous avez le blog, les articles, l'accès à nos vidéos, à nos podcasts. N'hésitez pas, ce n'est pas qu'un site RH, c'est un site pour réfléchir et pour apprendre beaucoup de choses. Pour réfléchir, échanger, discuter, etc. Merci à tous. J'ai beaucoup aimé la réflexion de Eva, parce qu'il paraît qu'on a un petit accent chantant oui. et que notre bonne humeur se transmet, qu'on n'est pas dans le webinar traditionnel. Non, on n'est pas traditionnel, Eva, et vous avez compris que les livres n'étaient pas traditionnels, notre façon de faire n'est pas traditionnelle. Merci de vos encouragements, c'est vraiment agréable. Voilà nos CV que vous aurez dans la présentation. Donc oui, Loïc n'est pas un aigle, je ne suis pas un dauphin. On a un véritable profil, mais j'espère que… On n'est pas que. On n'est pas que. Et vous me disiez tout à l'heure qu'on était dans le sud. Oui, oui, bien sûr, accent chantant. Mais vous le voyez là, le réseau est présent partout en France. Je sais que vous êtes très nombreux de plein de villes de France et même des dom-toms, puisque nous avons à La Réunion un collaborateur désormais. Donc, écoutez, on termine notre webinaire à l'heure. On avait dit 14h, il est 14h. Merci Loïc. Vous recevez les replays, les prochaines invitations, on vous attend. N'hésitez pas à interagir avec nous sur LinkedIn. On est avec grand plaisir. Bonne journée, belle journée à tous et à toutes. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.